Et bah, cette fois, c'est parti. Donc, du coup, enchantée, moi, je m'appelle Anaïs et je dirige une association qui s'appelle Live for Good depuis 2 ans maintenant. Je vous en dirai un mot, mais juste pour vous dire, moi, en fait, je me suis retrouvée plus ou moins à votre place. Alors, pas exactement à votre place parce que je connaissais pas Pépite, je ne connaissais pas les accompagnements à l'entrepreneuriat, mais j'ai monté une boîte un peu par hasard quand j'avais 26 ans. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a été une super aventure avec des hauts et des bas que j'ai adoré. C'est pour ça que quand ça s'est arrêté, après avoir un peu digéré les choses, j'ai eu envie de continuer dans cet univers-là, de prendre un peu le temps de transmettre à d'autres personnes qui ont envie de se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat à impact. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de cette conviction que, en fait, quand on entreprend, on peut, on doit et souvent on le fait déjà, entreprendre avec une dimension d'impact, de responsabilité sociale ou environnementale. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est soit de vous encourager à aller regarder, à trouver cette dimension d'impact dans les projets que vous avez déjà lancés, soit peut-être si vous êtes encore en cours de réflexion sur votre projet, de peut-être adopter un autre regard. Moi, on m'a appris quand je faisais une présentation à commencer par la conclusion. L'avantage, c'est comme ça, si vous voulez, soit si votre cerveau déconnecte à un moment où vous avez besoin de partir, vous aurez les messages clés. Donc, aujourd'hui, 3 messages clés. Le premier, c'est que chez Live for Good et puis, personnellement, on est assez convaincus qu'entreprendre, c'est de toute façon déjà chercher à avoir une forme d'impact sur la société, et donc, on l'espère plutôt en positif, vers un changement qui soit positif pour un maximum de personnes. C'est pas juste pour se faire de l'argent, même si, c'est aussi un moteur et c'est OK, mais c'est important que ça ne soit pas le seul moteur. Le deuxième point, c'est justement que l'entrepreneuriat impact, c'est pas un luxe. C'est pas un truc qui est réservé aux bobos parisiens qui, entre un matcha latte et un je sais pas quoi frappé, se disent: «Ah bah oui, ce serait super si tout le monde avait accès à je sais pas quoi». Non, en fait, l'entrepreneuriat impact, c'est hyper nécessaire parce que c'est une manière de créer du changement, de créer de la justice sociale, de créer de la justice environnementale plus vite que par certains autres changements qui existent et qui sont importants. Ça va plus vite si vous montez une boîte, qui, je sais pas, permet, d'accéder à des soins plus facilement que d'attendre des réformes, publiques. Même si elles sont bien sûr nécessaires. Et enfin, troisième message, c'est que chaque entrepreneur, même si vous avez déjà lancé un projet qui n'a rien à voir avec l'impact social et environnemental, peut déjà commencer, à se tourner vers cette dimension d'impact en identifiant ce qu'on va appeler des externalités. Des externalités, c'est des effets de bord que votre projet y crée. Exemple immédiat, imaginez, vous faites une marque où vous vendez, je sais pas, des baskets, peut-être que vous pouvez identifier que vos baskets, elles ont, tel matériau, que ce matériau-là, il utilise vraiment beaucoup d'eau et que si vous changez de matériel, en fait, vous pourriez avoir un peu moins d'impact environnemental négatif. Et voilà, vous avez déjà amélioré ça. Je l'ai pas précisé, mais à tout moment, hésitez pas à m'interrompre. Pas besoin de lever la main, je sais pas quoi, juste vous coupez votre micro, vous parlez ou à mettre une question dans le chat. Mon objectif, c'est pas du tout d'avoir un monologue, donc à tout moment, vous avez le droit d'intervenir, et même, enfin, autorisez-vous à intervenir, à poser des questions ou à être pas d'accord. Ça, c'est très, très bien aussi. C'est totalement, chouette aussi parce que ça permet de discuter. Alors, qu'est-ce que c'est Live for Good, cette association que je dirige? Juste pour que vous sachiez un petit peu d'où je parle. Live for Good, c'est une association qui existe depuis 10 ans, qui est partenaire du réseau Pépite partout en France. Et notre mission, c'est de rendre l'entrepreneuriat à impact accessible à tous les jeunes pour libérer leur pouvoir d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, en fait, on est convaincus que l'entrepreneuriat à impact, c'est un super tremplin pour les jeunes. C'est pas qu'une finalité. Tant mieux si les boîtes des personnes qu'on accompagne, elles fonctionnent. D'ailleurs, on a un taux de 55% d'entreprises qui sont encore en activité sur tous nos alumni depuis 10 ans. Mais pour autant, on pense surtout que c'est une façon de devenir entrepreneur de sa vie, d'adopter ce regard et cette posture sur le monde. On fait ça aussi avec cette notion d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on fait des programmes qui sont ouverts à tous et à toutes, qui sont inclusifs, qui sont gratuits et qui créent une forme de mixité sociale, économique et géographique, puisqu'on n'est pas sur un seul public, genre on va faire que les femmes qui entreprennent ou que, je sais pas, les personnes en situation de handicap qui entreprennent ou et cetera et cetera. Et donc l'objectif, c'est vraiment de créer cette communauté de jeunes qui entreprennent tous avec un objectif partagé autour de faire une économie plus inclusive et donc du coup de leur permettre, d'inventer un peu ce nouveau monde. Pardon, je vais éternuer. Pour vous illustrer un peu, ce qu'on entend par ces entrepreneurs à impact, j'ai pris 3 personnes, qu'on a accompagnées, récemment et qui ont été, lauréates d'un prix qui s'appelle le prix Gabriel, qu'on organise tous les ans.
pour vous montrer aussi à quel point on peut avoir différentes formes d'entrepreneuriat à impact. Tout à gauche, vous avez Ayoub. Ayoub, il est de Pierrefitte, il s'est rendu compte que les jeunes de son quartier avaient très peu d'opportunités, de développement personnel, par exemple d'accès au sport, à l'art, aux vacances et donc il a monté une association, qui vise à finalement, renforcer l'égalité des chances et qui est vraiment une association qui a une action très locale, qui a permis vraiment de développer toute une communauté, de ces jeunes et de créer maintenant des projets d'exposition artistique, de voyage à la montagne, de voyage à l'étranger. Luna, c'est une personne qui était institutrice. Elle, son rêve dans la vie, c'était d'enseigner à des enfants, c'est ce qu'elle faisait. Et en fait, elle a été très surprise quand l'éducation nationale a fait passer des réformes qui demandaient aux instituteurs et institutrices d'enseigner l'écologie aux enfants dans les classes. Et elle trouvait ça effectivement super, mais par contre, on lui a pas donné du tout de programme ou de ressources, et c'était à elle de se débrouiller. Et donc, elle s'est dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, Luna, elle s'était jamais imaginée entrepreneur et encore moins entrepreneur à impact. Mais elle a monté un projet, une association qui s'appelle Green Step Education, où ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie documenter des initiatives dans plein d'écoles. Partout en Europe, par exemple des profs qui faisaient des classes zéro déchet, des écoles qui avaient mis en place des potagers, et elle a documenté tout ça pour en faire comme des fiches pratiques qu'elle a ensuite diffusées auprès de d'autres instituteurs, institutrices, notamment en France. Et maintenant, ce réseau, c'est aussi de la formation, par exemple. Et donc là, on voit vraiment quelqu'un qui ne s'est pas du tout imaginé ni entrepreneur, j'insiste, ni entrepreneur impact. Elle était instite, elle était dans son truc, mais elle a été indignée par une situation et elle a voulu agir. Dernier exemple, Pauline de Swag Studio. Très différent. Pauline, sa passion, c'est la danse. La danse, ça lui a permis de beaucoup s'émanciper dans sa vie. Elle a toujours dansé. Et il se trouve qu'elle est d'origine ukrainienne et donc elle a été très impliquée au moment de l'arrivée des réfugiés ukrainiens au début de la guerre. Et ça l'a beaucoup, ça l'avait déjà beaucoup marqué comme sujet, donc elle était assez engagée en tant que militante sur ces sujets. Et elle s'est associée avec quelqu'un pour ouvrir un studio de danse. Donc on peut se dire, ok, faire son studio de danse, c'est pas forcément le projet impact de la Terre. Mais en réalité, elle a fait un studio de danse qui se veut hyper inclusif et où les profs sont des personnes qui ont le statut de réfugiés et qui viennent du coup à la fois trouver un job et aussi pouvoir partager leur culture, être dans une posture où c'est eux qui transmettent et qui enseignent. Et maintenant, elle a ouvert un deuxième studio. Elle était à Paris, maintenant elle est aussi à Marseille. Donc c'est une boîte qui marche bien. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer à travers ces 3 exemples? Bah, c'est des jeunes qui, peut-être en partie, vous ressemblent, qui se sont lancés tôt, qui s'étaient pas identifiés comme entrepreneurs, qui encore maintenant, je sais pas forcément s'ils mettraient eux-mêmes le terme d'entrepreneur à impact derrière ce qu'ils font. Mais en fait, finalement, ce qui les a motivés à agir, vous voyez bien que ce sont des choses qu'ils ont vécues, c'est des choses qui les ont indignés ou des choses qui les ont touchés et sur lesquelles ils ont eu envie de résoudre ça. Et ça a été plutôt ça leur moteur que uniquement se dire: «Je vais créer mon job». Donc, ce que je vous propose justement, c'est qu'on commence par démystifier un petit peu qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de l'impact. Et je vous propose tout de suite d'y réfléchir ensemble. Moi, j'aimerais bien savoir, selon vous, vous pouvez le faire dans le chat si ça vous va, c'est quoi avoir de l'impact quand on est entrepreneur? Alors, je vais ouvrir le chat. Ah, c'est bon, je crois que je le vois. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, agir pour les autres. Ok. Que ça puisse effectivement aider les autres, avoir un impact sur des personnes en situation de handicap, par exemple. Enfin, pour moi, c'est ce qui compte. Mm. Ok, hyper clair, merci. Avoir un impact positif pour les autres et pour l'environnement. Ok. Contribuer au bien de la planète, pouvoir impacter positivement avec son activité. Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme impact? Parce que si je vous dis c'est quoi avoir de l'impact et vous me répondez avoir de l'impact, on reste dans un petit flou. Je vous embête. Si vous deviez remplacer le terme, par exemple, Odette, le terme pouvoir impacter positivement avec son activité, tu mettrais quoi comme verbe? Pardon, je me permets de vous tutoyer, j'espère que c'est OK. Ok, on veut produire quelque chose, apporter une satisfaction, un soulagement. Ok. En fait, ce qu'on va venir chercher, c'est de créer un changement. Pour moi,
déjà avoir de l'impact, avant même de rentrer dans est-ce que c'est un impact positif ou pas. Ah, pardon Patricia, j'ai un écho du clavier. Si c'est Ah, OK de couper le pardon. micro. Non, pas de souci. Donc pour moi, avoir de l'impact, c'est avant tout, de toute façon, se dire qu'on se met dans une position, via son projet entrepreneurial, hein, mais aussi personnel, de créer un changement sur une situation, sur une personne. Et après, bah, moi, j'espère vous amener à voir que vous pouvez avoir un changement qui soit positif. Parce que bien sûr, quand je vais, si je vais m'acheter un t-shirt chez H&M, potentiellement, ça change ma situation. J'avais pas de t-shirt, j'ai un t-shirt. Est-ce que ça bouleverse fondamentalement ma vie? Je ne sais pas. Ça a un impact, par contre, effectivement, assez catastrophique sur la planète. Par contre, peut-être que ça me permet de me sentir bien parce que j'ai pas les moyens d'acheter ailleurs. Donc, en fait, il y a plein de manières de se dire qu'est-ce que c'est de l'impact. En tout cas, l'idée derrière, c'est de vous dire, déjà avant tout, c'est de reconnaître qu'on essaye de créer un changement positif, d'aller vers du mieux, et notamment, à mon sens, d'aller vers du mieux d'un point de vue de justice sociale ou justice environnementale, bien-être environnemental de la planète, comme quelqu'un a utilisé ce terme. Ce que je vous propose, du coup, c'est tout de suite un petit premier exercice, pareil, que vous pouvez faire, et si vous avez envie, répondre dans le chat. Mais c'est justement d'essayer de penser à une situation. Alors, soit ça lié avec votre projet entrepreneurial, soit ça ne l'est pas. Mais je voudrais que vous plongiez un peu dans cette idée d'un moment où vous avez eu envie justement de résoudre un problème ou d'aider quelqu'un. Et pourquoi? Finalement, pourquoi ça vous a animé tant que ça? Je vais vous prendre un exemple. Moi, ma boîte, elle était dans l'insertion professionnelle. Si je devais répondre à cette question, enfin, en fait, qu'est-ce qui m'a poussée à agir dans l'insertion professionnelle? C'est parce que je me suis rendu compte que moi, je sortais de mon diplôme, master, etc. Et bah, quand je postulais quelque part, on répondait à, à mon CV et mes candidatures. Et que des amis qui, eux, n'avaient pas du tout le même niveau de diplôme, eh ben, on leur répondait pas du tout. Et ça a touché ma valeur de justice. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Et donc, ça m'a poussée à agir. Mais ça peut être aussi dans des cadres beaucoup plus personnels, mais juste voilà, essayer de vous mettre dans cette posture de vous rappeler d'un moment ou une situation, quelque chose qui vous a indigné, que vous avez voulu ou qui vous avez été animé à résoudre un problème. Qu'est-ce que c'était ce problème? Qu'est-ce qui vous a poussé à agir? Qu'est-ce que ça révèle de vous? Euh, Si vous me permettez. Ouais, bien Euh, sûr. il s'avère que moi, je suis du jeu de rôle papier. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Non, C'est pardon, j'ai un... pas entendu, Je excuse-moi, fais du Jérémy, jeu tu de peux rôle redire? papier, moi. Je fais Ah du jeu oui, de ok. rôle papier et j'ai mon Ouais, projet qui est vraiment complet dessus. ok. Et il s'avère que je suis étudiant et c'est-à-dire que le Crous Culture vient pas du jeu de rôle papier, justement, avec une personne. Et je suis venu la première fois, et après discussion, je me suis rendu compte que c'était un débutant, les gros guillemets, c'était un débutant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lui donner un maximum de conseils. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, je fais une partie d'initiation, cale-toi dessus, comme ça tu peux voir comment je fais moi si tu le veux. C'est important de prendre un exemple, mais ça fait plus de 10 ans que je fais du jeu de rôle. Donc, je dis pas que je suis un expert, mais je pense que à force de faire, j'ai sûrement acquis quelques réflexes. Et je pense que la valeur qui a pris le dessus là-dessus, c'était la valeur de transmission. Pour moi, c'est un loisir où on communique, où justement on doit accompagner les débutants à découvrir le jeu, à découvrir justement ce loisir-là, pour leur dire, ah, mais t'as vu, c'est sympa qu'il y ait un loisir. Je voudrais continuer à en faire, c'est cool. Donc je pense qu'en tant que VMJ, enfin vieux joueur, vieux rôliste, entre guillemets, je pense que c'était un petit peu mon devoir de transmettre cette flamme-là, que je transmets dès que je peux en initiation. Ok. Trop bien. Bah, merci Jérémy du partage. Effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant ton partage. Toi, c'était une situation finalement de comment dire, d'autonomie, presque de permettre à quelqu'un de pouvoir essayer quelque chose qui lui faisait envie, qui lui tenait à cœur. Et toi, tu avais cette envie de transmettre. Et donc potentiellement, maintenant, il va découvrir cette communauté du jeu de rôle et que ça va être très différenciant pour lui. Patricia, toi, tu as écrit Aider les autres à réussir à écrire à travers des ateliers d'écriture, des arts plastiques en faisant de la récupération. Aider des élèves à réussir leur baccalauréat à travers des cours particuliers de français. Donc là, effectivement, c'est des sujets que tu décris qui t'ont donné envie, en tout cas, d'agir. Et c'est en fait une super source pour construire votre projet entrepreneurial.
C'est juste ça, en fait, que j'essaie de faire émerger derrière cet exercice. C'est cette idée, et nous, ce qu'on voit chez Live for Good, les entrepreneurs qu'on accompagne, quand on essaie de creuser finalement leur pourquoi ils sont là, pourquoi ils portent ce projet-là, et ben, on arrive finalement toujours à j'ai vécu ça, ou un proche a vécu ça. Je pense par exemple à Hicham. Hicham, c'est son papa qui a été victime d'un AVC, qui s'en est remis, mais par contre qui a eu besoin de faire beaucoup de rééducation derrière. Et il a eu vachement de mal à accéder aux professionnels de santé qui pouvaient l'accompagner dans cette rééducation. Et donc, il a créé une application qui permet de faire toute cette rééducation avec notamment plein de ressources en ligne. Et ça, c'est parce qu'il a été initialement touché. Et on voit qu'en fait, c'est une super source pour créer un projet entrepreneurial qui peut être hyper solide, hyper pérenne. Parce que quand vous partez de quelque chose qui vous a vraiment touché, et ben en fait, vous touchez à des vrais besoins. Et une fois qu'on se dit ça, la conviction donc, que je vous partageais dès le début, c'est qu'en fait, quand on décide de se positionner comme entrepreneur, pour moi, c'est déjà qu'effectivement, on veut avoir une volonté d'impact. Sans même avant de se parler d'impact positif, de social, d'environnemental, c'est de toute façon que vous avez décidé que vous aviez des idées qui seraient valables pour créer un changement, qui permettrait d'apporter une solution à un besoin concret. Donc vous êtes de toute façon en train d'essayer de créer des solutions tangibles et pérennes. Mais potentiellement, on peut entreprendre aussi parce que on a envie d'avoir un impact très concret. Par exemple, dans mon parcours, moi, ce qui m'avait beaucoup motivée, c'était de me rendre compte que j'ai pu créer de l'emploi. Et finalement, au-delà de l'objet social de l'entreprise que j'avais montée, je m'étais dit, mais c'est génial d'avoir pu créer des emplois et qu'il y ait des personnes qui, à un moment, voilà, elles ont juste eu un job qui leur plaisait, un salaire. Et donc, en fait, c'est créer des opportunités pour les autres, mais aussi pour soi, surtout quand vous entreprenez peut-être plus jeune ou quand vous êtes étudiant. C'est pouvoir dire, bah, en fait, je vais me créer mes propres opportunités. Donc, de base, entreprendre, c'est déjà avoir de l'impact. Pourtant, si on veut aller un cran plus loin et se dire, mais ok, maintenant, on s'est dit entreprendre, c'est avoir de l'impact dans tous les cas. Mais si on parle vraiment d'impact plus approfondi, social, environnemental, et ben en fait, il s'agit là de se dire, j'entreprends parce que vraiment, là, j'ai identifié un problème sur lequel je voudrais apporter une solution. Et là, du coup, c'est une façon un peu différente d'entreprendre parce qu'on est moins sur, tiens, j'ai envie de vendre des baskets, et très bien, je vais me démerder pour vendre des super baskets, elles seront très jolies, que, tiens, j'ai envie de résoudre cette problématique qui peut être une problématique dans mon quartier, comme c'était le cas d'Ayoub, comme ça peut être une problématique hyper large, mondiale ou très loin de chez soi. Et il y a une étude de cas que j'aime beaucoup de ce livre qui s'appelle Lean Impact, qui n'est pas traduit en français malheureusement encore, mais que si vous lisez en anglais, je vous conseille, puisqu'en fait, le Lean, c'est une méthodologie pour monter une start-up. Et en fait, cette autrice, Anne-May Chang, elle l'a appliquée à l'innovation sociale. Et il y a une étude de cas dedans que j'aime beaucoup, 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 qui est une étude de cas d'une ONG donc, qui voulait lancer un projet entrepreneurial, donc un tout nouveau projet, pour réduire la déforestation à Bornéo. Bornéo, il y a des forêts un peu type jungle et surtout, il y a des orang-outans. Et à ce moment-là, les orang-outans, ils étaient sur le dernier échelon de l'espèce va disparaître, quoi. Donc il est urgent de faire quelque chose si on veut faire quelque chose. Et initialement, l'ONG, ils se sont dit, bah, nous, ce qu'on sait, enfin, voilà, c'est pas bien, il y a de la déforestation. La déforestation, elle est causée par les populations locales, autochtones, qui font de la déforestation illégale. Donc, on va aller leur expliquer pourquoi c'est pas bien et pourquoi il faut préserver les orang-outans. Sauf que, bah, elles ont fait ça, pas de résultat, toujours pas de résultat, la déforestation continue. Et là, elles se sont dit, OK, enfin, l'ONG s'est dit, OK, il faut qu'on fasse différemment. Et là, ils ont été vraiment discuter, creuser le problème, vraiment, vraiment comprendre le problème de cette déforestation qui faisait que les orang-outans disparaissaient. Et ce qu'ils ont compris, c'est qu'en fait, si la population locale venait prendre du bois illégalement, c'était pour vendre ce bois, pour pouvoir ensuite se payer des trajets pour aller en ville, pour accéder à des soins, pour accéder à des centres de santé. Et donc, ça n'avait rien à voir avec, on s'en fout de la biodiversité, ça avait tout à voir avec des moyens économiques et le problème d'accès à la santé. Et donc, vu que leur objectif pour eux, c'était vraiment de résoudre le problème, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé de métier, de atelier de sensibilisation. Ils sont passés à on va construire des centres de santé. Et d'un coup, la déforestation a complètement chuté et ils ont pu vraiment résoudre cette problématique, puisqu'aujourd'hui, les orang-outans, du coup, ne sont plus en voie d'extinction et cette problématique, en tout cas, a été résolue. Donc finalement, l'entrepreneuriat impact, c'est comme tout entrepreneuriat, c'est vraiment s'attacher à son problème, sauf que le problème auquel je vais m'attacher, c'est moins
tiens, comment je vais avoir, alors désolé s'il y en a qui font des chaussures, je prends cet exemple depuis tout à l'heure, mais c'est moins comment, tiens, je vais pouvoir avoir une 15e paire de baskets et comment mon client va avoir envie de cette 15e paire de baskets. Et c'est plus s'attacher à un problème qui est fondamentalement social ou environnemental. Mais même si vous vous dites, ouais, mais c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, ça, c'est des problèmes. À nouveau, je vous ai parlé d'une ONG. Est-ce que c'est vraiment les boîtes ou les assos qui doivent s'occuper de tout ça? J'ai envie de répondre que oui, bien sûr, que c'est même une priorité aujourd'hui que tous les entrepreneurs se posent ces questions d'entrepreneuriat à impact, d'entrepreneuriat utile, d'entrepreneuriat engagé. Puisque sans rentrer dans des tas de détails dont vous avez certainement entendu parler depuis très longtemps, on fait face aujourd'hui à des défis qui sont colossaux d'un point de vue environnemental. On est sur un effondrement total de la biodiversité, que ce soit en termes de disparition des insectes, disparition des mammifères. Enfin, on est sur un effondrement total. On a de la pollution avec des polluants éternels, dont on a beaucoup parlé aussi, qui se retrouvent partout, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, et avec tout ça, des énormes défis sociétaux. Pour vous illustrer ça, il y a une étude qui était sortie l'année dernière qui montrait qu'on était revenu au même niveau d'inégalité en France qu'au fin du 19e siècle. Donc, on est quand même face à des beaux défis. Et ces défis-là, on ne peut pas juste se renvoyer la balle tous et se dire ah bah non, en fait c'est l'État qui doit faire des nouvelles lois, ou ah bah c'est les politiques qui doivent faire ça, ou ah c'est la société civile qui doit, c'est les consommateurs, c'est tout le monde. Et donc les entrepreneurs dont vous faites maintenant partie avec vos projets, on a une responsabilité à se dire comment aujourd'hui en 2026 on entreprend en conscience de tout ça et pour faire notre part dans ces défis-là. Je vous ai mis en tout petit, alors c'est en tout petit, mais le petit picto en bas, ça s'appelle The Week. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez envie de creuser, notamment sur tous les sujets de défis justement liés à la transition écologique notamment, mais pas que. The Week, c'est comment dire, une sorte de petit programme, enfin, c'est un truc que vous pouvez faire chez vous avec des amis. Ça s'appelle The Week parce qu'en fait, l'idée, c'est sur une semaine de regarder trois vidéos, trois petits documentaires, et ensuite d'en débattre avec le même groupe de personnes. Et de justement, l'idée, c'est des petits documentaires hyper objectifs, avec plein de documentation sur ces sujets environnementaux, sociétaux, et de venir essayer de les comprendre et d'en débattre collectivement pour sortir un peu de tout ce qui va être un peu fake news, avis très subjectifs de chacun. Et c'est gratuit, si vous le faites chez vous. Alors, je vous renvoie de nouveau sur... Ah, pardon, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu peux me tutoyer, si c'est OK. Il y a certains projets où c'est compliqué d'avoir l'impact, de se dire, tiens, je vais essayer d'être plus vertueux dans ce que je vais mettre en place. Admettons, moi, je sais que pour mon projet, là-bas, je me suis dit, je veux absolument écrire en France. Ouais. Je veux absolument écrire en France, je veux absolument écrire en France, je veux absolument écrire en France. Sauf que j'ai fait le vie Ouais. que, il s'avère que dans mon milieu à moi, un jeu, ça va se vendre aux alentours entre 50 Ouais. et 60 euros. Donc Ouais. moi, c'est un prix qui est relativement plancher. Ouais. Sauf que si je décide de faire un imprimé en France, malgré le devis que j'ai demandé et que je vais faire, c'est-à-dire que je peux pas c'est-à-dire que je peux pas imprimer assez pour profiter justement d'une baisse des coûts Ouais. par C'est ce un très truc-là. bon point. C'est un très bon point. Et donc, Pardon, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. non, je suis en train de me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais? Et comment je le fais? Alors, ouais, moi j'ai deux réponses à ça. La première que je dis toujours aux entrepreneurs chez Leaf for Good, c'est tu peux pas te battre sur tous les fronts quand tu es quelqu'un qui démarre. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé de coacher des entrepreneurs chez nous où ils sont déjà en train de porter un projet qui a une haute valeur ajoutée, par exemple, sur, je sais pas, les personnes âgées isolées. Et à côté, elles voulaient ne surtout jamais commander sur Amazon, qu'aucun de leurs produits vienne d'ailleurs. Je sais pas. Enfin, et en fait, ça fait trop de critères. Que tes serveurs soient parfaits, que ton site soit le plus léger possible, que non, c'est trop. Quand tu te lances, c'est trop. Tu peux pas te mettre des défis partout. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en choisir. Peut-être que, par exemple, pour toi, à date, produire en France, ce ne sera pas possible parce que tu ne rentres pas dans tes marges et du coup, ce n'est pas pérenne, ça ne te permet pas de faire ton premier lancement. Et c'est OK. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir conscience que c'est un choix et peut-être de venir chercher d'autres endroits où tu pourrais en tout cas, t'attaquer à des effets de bord que tu crées. Donc, j'ai avancé un slide que je mets normalement plus tard, mais qui est cette notion justement d'externalité. En fait, une externalité négative, c'est un coût, un désavantage qui est causé par une part de ton activité.
Par exemple, toi, tu produis des jeux, la partie des avantages, ça va être, je sais pas moi, le gaspillage, des matériaux, papier et cetera pour le faire. Ça va être le fait que tu commandes à l'étranger, donc il va y avoir des émissions carbone et cetera. Mais en fait, tu peux venir essayer de comprendre ça et d'essayer d'identifier, est-ce qu'il y a pas des endroits où tu pourrais venir agir sans forcément tout changer? C'est-à-dire sans forcément changer que tu vas plus faire des jeux de papier, enfin des jeux de société sur papier ou sans forcément te dire: «Je vais abandonner l'idée de ne pas commander en France». Peut-être que c'est sur ces histoires de production, peut-être que c'est ailleurs. Par exemple, peut-être que tu pourrais te dire: «Bah, en fait, je vais décider, alors c'est difficile parce que je connais pas bien ton projet, hein, mais par exemple, peut-être que tu te rendras compte que ce serait possible de faire produire ton jeu, hem, par des filières d'entreprises d'insertion qui font travailler des personnes en situation de handicap. Ou peut-être que sur la production, tu pourras rien faire, mais que tu décideras que sur la distribution, par exemple, quand tu vas envoyer ton jeu à tes clients, tu passeras uniquement par des distributeurs, qui s'engagent à compenser leurs émissions carbone. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est 1, tu peux pas te mettre toutes les barrières possibles, surtout quand tu démarres, mais 2, si tu as conscience de certaines problématiques, tu peux choisir où est-ce que tu agis. Et après, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins militants même dans leur entrepreneuriat. Il y a par exemple une coopérative qui produit du chocolat en Bretagne, je crois qu'il s'appelle Grain de Sale. Et eux, c'est le chocolat le plus engagé possible de la terre. Ils vont jusqu'à aller chercher le cacao à la voile pour réduire leur impact. Mais eux, c'est parce que c'est limite voilà, c'est un truc très militant de dire on va prouver qu'on peut faire du chocolat extrêmement différemment. Pour autant, c'est pas grave si toi, ton chocolat, tu vas pas le chercher à la voile. L'idée, c'est d'être dans une amélioration un petit peu continue. Merci. Je t'en prie. Euh, Dernier point sur ce sujet, démystifier l'impact et pourquoi c'est hyper important pour moi que tout le monde, tous les entrepreneurs en tout cas, pensent cet impact positif dès le départ. C'est aussi parce que si à la limite vous en avez rien à faire de sauver la planète et de sauver les humains dessus, à minima, ayez conscience que ça a un impact stratégique et économique sur votre boîte et sur sa pérennité. Ne serait-ce que parce que pour les gens que vous allez vouloir attirer, que ce soit des clients ou des talents, je pense que ça vous est probablement arrivé, par exemple, de comparer des produits et de vous dire: «Ah bah, celui-là, il est peut-être fait en France ou il est d'une marque qui raconte un peu mieux son impact» et donc ça vous a plus donné envie de choisir ce produit. Ou peut-être que vous avez déjà, postulé, pour travailler dans des boîtes et vous vous êtes dit: «Tiens, cette boîte qui fait de l'armement, ça me chauffe moyen, alors que celle-là, ça me chauffe un peu plus parce que, leur mission semble plus engagée». Donc quand bien même vous en avez rien à faire, et c'est pas pour vous dire faites du greenwashing ou du social washing, mais en tout cas, c'est une attente de plus en plus des clients, des consommateurs, des talents que vous pourriez recruter un jour. Le deuxième point, c'est que penser son impact, c'est aussi en fait de base réduire ses risques, par exemple des risques réglementaires ou des risques réputationnels. Un exemple sur les risques réglementaires, c'est pendant des années, il y a eu des discussions sur donner une valeur aux émissions carbone. Et en fait, du coup, il y a des très grands groupes qui ont passé des années à mettre dans leur compte comptable la valeur de ces émissions carbone parce qu'ils prévoyaient, au cas où tout d'un coup ça allait basculer sur une nouvelle réglementation, ce risque entre guillemets financier. S'ils ne l'avaient pas fait et que tout d'un coup la réglementation elle passe, bah, ils se retrouvent avec des trous énormes, 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 énormes dans leur comptabilité. Ça peut être aussi des risques, typiquement, si vous me dites, bah, moi je réfléchis, j'y crois pas du tout au changement climatique et à la montée de la mer et vous prenez un entrepôt qui est genre au bord de la mer ou dans une zone inondable et que vous vous retrouvez, avec votre entrepôt sous l'eau, bon, bah, pareil. Donc en fait, penser, impact dès le début, c'est aussi à nouveau réduire vos risques. Et enfin, penser impact dès le début, c'est aussi finalement se challenger énormément par rapport à d'autres projets sur son modèle économique et donc finalement, c'est aussi souvent, bah, avoir une forme de pérennité qui peut se créer parce qu'on s'est un peu plus challengé, on s'est posé les bonnes questions. Donc sur cette première partie, mon objectif, c'était de démystifier un peu avec vous, c'est quoi enfin, finalement, quand on se parle d'impact, c'est quoi enfin, et ce qu'on a vu pour moi, c'est un, en fait, quand on entreprend, déjà, on cherche à avoir un impact. Deux, on peut essayer d'avoir, c'est nécessaire que les entrepreneurs se soucient de cet impact positif et des conditions sociales et environnementales dans lesquelles vous lancez vos entreprises. Euh, et 3, quand bien même vous en aurez rien à faire, c'est essentiel en fait aujourd'hui en 2026 dans un business plan, dans une façon d'imaginer sa boîte, de prendre en compte ces éléments-là. Mais du coup, ce qu'on n'a pas vu par contre, enfin ce qu'on a ouvert au contraire, c'est de se rendre compte que finalement on peut avoir une définition très très large de l'impact. Parce que vous-même, vous m'avez dit avoir de l'impact, c'est affecter la vie des autres positivement. On voit bien que c'est assez large comme définition. Donc dans cette partie, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre derrière impact positif ou pas.
Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, je pense de mon côté qu'on met beaucoup de choses derrière ce terme impact et qu'il y a beaucoup de visages différents à cet impact. Est-ce que vous reconnaissez la personne sur la photo de gauche? Est-ce qu'il y en a qui savent qui c'est? Personne? Alors, j'ai plus le chat, donc je ne sais pas. S'il y en a qui font un peu de montagne, de sport, d'escalade, ce genre de choses, la personne à gauche, ou qui porte des doudounes, cette personne à gauche, c'est Yvon Chouinard, c'est le fondateur de la marque Patagonia, Patagonia qui fait des vêtements d'outdoor notamment. Yvon Chouinard, il a écrit des livres sur sa manière de penser son business et notamment sur la fin de sa carrière, il a cédé toutes ses parts de son entreprise, de sa propre entreprise, à une fondation qu'il a créée. Et cette fondation, elle a pour objectif de financer des projets qui ont un impact positif pour l'environnement. Et donc maintenant, l'actionnaire principal de Patagonia, c'est cette fondation. Ce qui veut dire qu'en fait, l'objectif de la boîte, qui est malgré tout toujours de faire de l'argent, ben en fait, cet argent, s'il y a de l'excédent, il va uniquement financer des projets environnementaux. En même temps, donc ça, on peut se dire super, c'est un super impact, c'est un super modèle à la fois d'impact de gouvernance, d'impact environnemental, mais en même temps, ça reste que c'est des doudounes qui sont produites un peu partout sur la planète, qui sont envoyées partout, que les gens rachètent. Face à ça, par contre, ils ont fait des énormes politiques autour de on peut réparer votre matériel, mais bon, pour autant, ils continuent d'en vendre. Donc, on voit un peu une ambivalence. Au milieu, L'Oréal pour le futur, c'est une nouvelle un peu baseline. Parce que notre planète le vaut bien, c'est un peu mieux que parce que vous le valez bien. Maintenant, c'est parce que notre planète le vaut bien. L'Oréal, donc une marque qui fait des cosmétiques, enfin des tas de produits. À nouveau, on se dit pas forcément waouh, c'est la marque la plus engagée de la Terre, dans son business en elle-même. Par contre, en fait, L'Oréal, par exemple dans le milieu associatif, c'est assez connu pour financer beaucoup de projets autour des femmes vulnérables, de l'insertion professionnelle des femmes. Et donc, bah, ça permet aussi de faire vivre des tas d'associations qui, elles, ont un impact direct extrêmement important, extrêmement fort. Dernier exemple ambivalent, Vinted. Alors j'imagine que vous connaissez Vinted, plateforme où vous pouvez acheter, vendre des vêtements de seconde main entre particuliers. À première vue, on se dit bah, c'est génial parce que ça permet de revaloriser des vêtements qui sinon partiraient à la poubelle. Oui, sauf qu'il y a eu aussi des études qui ont montré que finalement, Vinted, c'est tellement ancré dans nos comportements qu'il peut y avoir le phénomène de se dire ah ben, je vais acheter plus parce que je vais pouvoir le revendre. Et donc finalement, Vinted contribue à une forme de surconsommation, là où on aurait pu penser qu'au contraire, on allait venir contre la surconsommation. Et donc là, on retrouve à nouveau cet effet de bord d'externalité. Donc finalement, on voit bien que c'est pas évident de se dire qu'est-ce qui est de l'impact, qu'est-ce qui est pas de l'impact. Exemple aussi issu de nos promotions chez Live for Good, on a des projets à impact qui ont des impacts recherchés très différents. Je commence par la droite. Benny's Hot Dog, c'est un projet, alors vous allez me dire s'ils vendent des hot dogs, ça n'a pas forcément de l'impact. Sauf qu'en fait, le projet derrière ça, de Valentin, c'est de dire, en fait, les jeunes cherchent des jobs. Un des jobs qu'ils recrutent, c'est les jobs de la vente. Et la meilleure manière d'avoir un job dans la vente, c'est d'avoir testé et d'avoir un job dans la vente. Et donc, en fait, ces chariots de hot dog, c'est surtout pour que des personnes puissent tester le métier de commercial, la relation client, etc., pour ensuite évoluer vers des métiers de sales, de bizdev, etc. Donc, le cœur d'activité, je vends des hot dogs, pas forcément, on se dit pas, waouh, impact révolutionnaire. Par contre, le pourquoi il est fait et comment il va le faire, bah là, on est sur un énorme impact. Quignon, l'exemple du milieu, il est intéressant aussi. Quignon, elles sont 3 associées et au début, elles se sont dit, elles sont parties plutôt d'un constat autour du gaspillage alimentaire. Elles ont découvert qu'en fait, il y avait plein d'invendus de pain dans les boulangeries et qu'on jette le pain, alors qu'en fait, on peut transformer le pain sec en biscuit. Elles ont découvert ça d'un côté. Et sauf qu'elles ont découvert aussi de l'autre côté une autre chose, c'est qu'on pouvait faire ces biscuits par des personnes, par ce qu'on appelle des ESAT, des entreprises qui font de l'insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire ou à qui on n'a pas fait suffisamment confiance pour leur permettre de travailler en milieu ordinaire. Et donc maintenant, elles font faire ces biscuits par ces entreprises-là, ce qui veut dire que finalement, elles ont un double impact, un impact social d'insertion professionnelle et un impact écologique de réduction du gaspillage alimentaire. Alors qu'à la base, si vous regardez juste le produit, que vous pouvez trouver des fois dans des supermarchés, bah, vous allez juste trouver des biscuits. Donc en fait, derrière le biscuit, là, à nouveau, l'impact, il est dans le comment elles le font, dans quelles intentions elles ont mis et pourquoi elles le font. Jusqu'ici, tout va bien? Je considère que c'est un oui.
Hop. Alors, du coup, forcément, quand on se dit tout ça, ça peut être un peu confusant parce qu'on se dit, mais du coup, tout est de l'impact, rien n'est de l'impact. Si L'Oréal, c'est de l'impact, mais c'est pas de l'impact. Vinted, c'est de l'impact, mais c'est pas de l'impact, etc., etc. Moi, en tout cas, de mon côté, je me dis, OK, bah, plus rien n'est de l'impact, tout est de l'impact. Pour ça, moi, je vous propose un référentiel que je trouve intéressant. Il n'est pas parfait, mais il a vraiment le mérite d'exister et d'avoir été assez bien travaillé. Ce référentiel, c'est l'Impact Score. L'Impact Score, c'est un référentiel qui a été créé par le Mouvement Impact France. Le Mouvement Impact France, c'est un collectif qui rassemble des entreprises, des associations, des organisations qui veulent aller dans le sens d'une transition justement et d'un engagement écologique et social. Et ce référentiel, il vise un petit peu justement à mettre un cadre sur qu'est-ce qu'on va déterminer comme étant des critères d'impact positif dans une organisation. Et on voit qu'il y a trois grandes catégories. Le fait de limiter ses externalités négatives, donc que ce soit des externalités sociales ou écologiques, par exemple. Une des externalités, souvent, c'est de ne pas inclure tout type de travailleurs, travailleuses. Et donc là, on va retrouver l'inclusion de travailleurs éloignés de l'emploi, handicap, insertion. Ou travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur l'impact écologique, ça va être de réduire son empreinte carbone. Donc là, on est vraiment sur cette notion de limiter ces externalités négatives, qui était un peu ton sujet, Jérémy, potentiel. Mais c'est pas le seul. Et souvent, on pense qu'à celui-là. En fait, il y a deux autres catégories. La deuxième, ça va être par exemple toute la partie des personnes qui sont impliquées dans le projet. Partager le pouvoir et la valeur. C'est-à-dire sortir d'une logique où c'est un capital qui va être très concentré, un nombre très limité de personnes qui vont décider. Et donc, c'est finalement se dire, on aura aussi de l'impact si on partage le pouvoir d'une part et la valeur de l'autre. Et donc là, ce qu'on va retrouver, c'est aussi, par exemple, comment les salariés ont une place prépondérante dans le projet, dans l'entreprise. Ça peut aller loin, dans des projets, par exemple, d'entreprises qui vont adopter des gouvernances participatives. Ça peut être dans les statuts aussi, si vous êtes une coopérative. Et ça peut être dans des règles qui sont fixées autour du partage de la valeur, par exemple le fait de limiter les écarts de rémunération. Si un jour vous choisissez par exemple le statut ESUS, qui est l'entreprise d'utilité sociale, et ben en fait l'écart entre le plus petit salaire et le plus gros, il est plafonné. Et ça fait partie évidemment d'un impact social, puisque c'est un impact sur la justice économique, la justice sociale dans l'échelle de l'organisation. Et enfin, le dernier un peu de niveau, c'est de se dire carrément, en fait, je veux que mon entreprise ou mon association, mon organisation que je suis en train de créer, vraiment, elle ait à son cœur une stratégie à impact. Elle contribue, par exemple, à des objectifs de développement durable. Et nous, par exemple, chez Live4Good, on n'accompagne que des structures qui se disent, certes, je fais une entreprise parce que je veux en vivre, parce que je veux avoir de l'argent, etc. Mais il faut vraiment qu'à même niveau de ça, il y ait une intention de l'entrepreneur d'avoir cette mission sociale ou écologique liée à ses objectifs de développement durable. Ce référentiel, vous pouvez le retrouver sur le site du Mouvement Impact France. Ouais, vas-y. Est-ce qu'une entreprise peut dire, là, je me lance, donc je considère que je ne vais pas avoir d'impact maintenant tout de suite, parce que c'est le temps de me lancer, le temps d'avoir une vitesse de croisière, et que en se donnant vraiment des valeurs chiffrées, voilà, d'ici 3 ans, ça doit être mis en place pour pouvoir avoir de l'impact après. Par exemple, faut que je reprenne mon exemple là, moi, si vous me permettez, je dis voilà, je lance mon entreprise, le prochain livre que je sors, au lieu de le faire imprimer en Chine, je le fais imprimer en Europe. Et que le prochain livre que je vais sortir, au lieu de le faire imprimer en Europe. Ouais, ça c'est de l'ordre de ta roadmap à toi. Après, la question c'est dans quelle mesure tu as besoin d'être public là-dessus, parce qu'il faut aussi voir que si tu t'engages à ça envers tes potentiels clients, par exemple, futurs consommateurs, moi, si je suis une marque, par exemple, qui me vend que mon produit va sortir en, je sais pas quoi, dans un an, et dans un an, ce sera un produit archi green, et finalement, ça l'est pas, je me sens hyper trahie par la marque, tu vois. Par contre, pour toi, en tant qu'entrepreneur, de te dire que vraiment ça fait partie de ta stratégie, mais que par contre, tu as mis un peu des étapes et des jalons, très bien. Tu vois, par exemple, imaginons, tu te dis, mais à plein d'échelles différentes, imaginons tes outils, parce que là, toi, tu parles de produire tes jeux de société, etc. Mais imaginons ta boîte, elle marche, etc. Tu vas devoir choisir des outils numériques en interne. Tu peux te dire, au début, je vais fonctionner avec les outils américains que tout le monde utilise, je vais utiliser la suite Google, je vais utiliser
peut-être des outils comme Notion, Airtable, je ne sais pas si c'est des outils que vous utilisez, que vous connaissez, qui sont tous des outils américains, où les données elles vont toutes partir chez les Américains. Tu vas dire, j'utilise ChatGPT, je m'en fous que ça finance des trucs qui sont peut-être pas dans mon éthique, etc. Dans un premier temps, parce que c'est plus facile et que là, mon but, c'est de créer de la rentabilité. Mais je vais me mettre des échéances où je vais me dire, par contre, à tel moment, j'ai envie de basculer vers telle règle ou telle chose. Pareil sur le partage du pouvoir et de la valeur. Quand j'ai monté ma boîte, on s'est pas amusé quand on n'était que 2 associés à se dire ah on va mettre en place une règle de limitation des écarts de rémunération. Ça n'a aucun sens. On n'est que 2. Par contre, une fois qu'on a eu des salariés, que ça a grandi, bah, progressivement, on a mis des cadres en place. Par exemple, progressivement, on a dit bah tiens, on veut limiter l'écart des rémunérations. Progressivement, on s'est dit bah tiens, on voudrait créer une sorte de comité des salariés ou bah tiens, en fait, on va faire en sorte que, je sais pas moi, que les salariés aient des pouvoirs de décision sur telle chose, etc. Enfin, c'est des choses que tu construis aussi au fil de la route. Donc la réponse simple, c'est ça n'a pas obligé d'être parfait dès le début, mais attention aux engagements que tu prends, déjà envers toi-même pour ne pas t'auto-décevoir, mais aussi envers l'externe. Ça peut être aussi des sujets au moment d'une levée de fonds, par exemple, tu vois. Si tu prends un engagement sur une façon de travailler ou une sorte d'impact et qu'après tu le délivres pas, bah, ton investisseur, il peut se dire, bah, ok, j'ai pas du tout ce qu'on m'avait vendu, quoi. Après ça aussi, on peut avoir un système de veille technologique, non? Je donne un autre exemple. Je fais de Mhm, l'impression résine, je te la dope à des figurines. La résine 3D, on va être d'accord, c'est forcément le truc le plus clean du monde, soyons mhm, honnêtes. Et tu sais du monde, c'est vrai que les résines écologiques actuellement sont pas forcément très bonnes ni très performantes. mhm. Bah, j'essaie quand même d'avoir cette espèce de veille, de me dire voilà, mais le jour où ça sort et où ça sort et que le truc est fiable, je vais peut-être passer sur la résine à impression Ouais, mais 3D. ça, enfin oui, ça c'est très bien. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un truc de toi envers toi-même. C'est pas un truc que tu vas, tu vois, c'est trop flou pour te dire que c'est un truc. À la limite, si tu me disais moi-même, je vais investir dans des prototypes et des boîtes qui sont en train de tester des nouveaux matériaux. Ok, là, ça fait vraiment partie de la stratégie de ton entreprise. Là, à ce stade, c'est trop bien parce que tu en as conscience. Hein. Mais pour le coup, c'est pas quelque chose où tu as déjà la main. Par contre, ça me fait penser, le rapport d'activité de Patagonia de l'année dernière, il est hyper intéressant parce que ils l'ont tourné justement sur tout ce qu'on fait pas encore parfaitement. Donc tu peux totalement dire à tes clients de manière transparente, aujourd'hui je suis sur de la résine machin ou aujourd'hui je commande à l'étranger. Voilà la conséquence que ça a en termes d'impact carbone, etc. Mais de un, déjà tu prouves que tu le mesures, enfin que tu en es conscient. Deux, pourquoi pas tu le mesures. Et trois, tu dis bah voilà les étapes que je me suis fixées pour essayer d'améliorer ça à l'avenir. Et ça, c'est un truc de confiance que tu peux avoir envie de créer avec ta communauté client, etc. Mon but, c'est de dire, c'est OK que ce soit pas parfait. La question, c'est où est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, de toute façon, c'est vous les chefs à bord, où est-ce que vous mettez l'intention, à quoi vous vous contraignez versus sur quoi vous laissez tomber. Et j'insiste, vous serez jamais, même la boîte la plus engagée de la Terre, ne sera jamais parfait sur chaque case de ce référentiel. Jamais, jamais, jamais. C'est très logique. Ce serait impossible. Le but, c'est plus d'en avoir conscience, de mesurer ce qui vous manque pour progresser et de choisir des zones où vous voulez progresser. Moi, dans ma boîte, par exemple, on avait vraiment plutôt travaillé sur la zone 2, là, partage du pouvoir et de la valeur, et beaucoup moins sur l'impact écologique. Parce que bah, c'était pas, là, on n'avait pas la périmètre possible. C'est OK? Alors, cette deuxième partie, mon objectif, c'était qu'on atterrisse un peu on a démystifié un peu l'impact, tout le monde peut avoir de l'impact, tout le monde devrait pouvoir avoir de l'impact. Deux, on s'est dit, OK, mais l'impact, c'est quoi exactement? Et on a atterri sur ce référentiel. Dernière étape, vous proposez des façons de passer à l'action si vous avez envie de vous intéresser à cette notion d'impact dans vos projets. C'est assez classique, mais en fait, comment vous allez pouvoir procéder? Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Il va falloir prendre le temps d'observer, d'analyser, d'essayer de comprendre dans ce que vous faites déjà ou ce que vous avez prévu de faire, où est-ce qu'il y a potentiellement des effets de bord, justement. Où est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, comme toi, Jérémy, bah mince, là, je commande là, c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf, c'est bien, mais peut-être précise-le. Ça émet combien en tonnes de CO2? Est-ce que c'est plus que ça a un impact sur la qualité du travail parce que tu sais pas trop, c'est produit en Chine, tu sais pas trop si c'est des Ouïghours qui travaillent dessus. Essayer de vraiment définir de quoi on se parle en termes d'impact négatif, d'externalité négative, et ensuite, basé sur ça, définir un objectif clair. À telle date, je veux être sorti de ça, je veux pouvoir commander en France.
comment vous allez y arriver. Est-ce que du coup, tu as besoin d'aller identifier des nouveaux fournisseurs? Est-ce que tu vas avoir besoin de travailler ton produit différemment ou ton service différemment? Et ensuite, de commencer par des petites actions qui ne sont pas forcément toujours radicales. Ça peut être, bah là, pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas changer cette chaîne de production à nouveau, mais je vais faire un site qui est... Enfin, je vais permettre, par exemple, d'aller chercher son colis dans des points relais parce que c'est moins d'un... Enfin, ça impacte moins que le fait que le dernier kilomètre soit fait par la personne. Enfin, voilà, vous pouvez trouver des petites actions, mesurer ça et être toujours dans cette amélioration continue. À l'échelle, par exemple, nous, d'une association comme Live for Good, nous, ce qu'on poursuit, c'est une notion d'impact social, vu qu'on veut faire de l'entrepreneuriat un moyen d'émancipation des jeunes. Ben, c'est pareil, en fait, on passe notre temps à mesurer les résultats et l'impact de ce qu'on fait. Pas tant pour dire coucou, on est parfait, on a fait un truc incroyable. Non, c'est aussi pour pouvoir se dire tiens, qu'est-ce qui a vraiment permis ce changement-là, sur quoi il faut qu'on mette encore plus l'accent. Et donc, c'est vraiment cette idée de travail en continu. Donc après, il y a des ressources. Là, on fait ce webinaire, c'est très introductif. Et il y a plein de façons après de vous documenter ou d'apprendre. Je vous mets deux ressources exemples. La première, c'est un cours en ligne sur une plateforme qui s'appelle Coursera, qui fait ce qu'on appelle des MOOC, des Massive Open Online Course. Donc, c'est des cours qui sont gratuits en ligne. Il y en a un qui a été fait par HEC Paris et une association qui s'appelle Ticket for Change, qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. Et c'est un espèce de parcours très inspirant avec des vidéos d'entrepreneurs très engagés qui vous expliquent comment comment ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat impact. Ils témoignent de leurs idées, de leurs difficultés. C'est hyper intéressant, je vous le conseille vraiment. Et vous pouvez avoir un petit certificat aussi à la fin. Autre exemple, vous pouvez vous documenter ou avoir un peu cet outil qui est ce livre Entreprendre pour le bien commun qui a été fait par Make Sense, qui est une autre organisation qui, pareil, a travaillé avec plein d'entrepreneurs engagés. Par exemple, la personne sur la gauche, c'est Lucie Bache, de la fondatrice de Too Good To Go, que vous connaissez peut-être, qui permet de récupérer pour pas très cher des invendus dans les supermarchés, les boulangeries, etc. Fred Bardot, à droite, c'est quelqu'un qui a monté Simplon, qui est une école pour les métiers du numérique pour les personnes éloignées de l'emploi. Et ce petit livre, ce qui est chouette, c'est qu'il est vraiment pensé comme une sorte de manuel pour penser son impact à toutes les étapes de son projet entrepreneurial, avec plein d'exercices presque à faire, de fiches, de questions à vous poser. Et donc, c'est vraiment une super ressource pour celles et ceux qui aiment bien avoir aussi un peu un objet. Autre option, ça peut être de venir chez Live for Good aussi. On est partenaire de Pépite et donc on a beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne qui sont issus des accompagnements Pépites partout en France. Et là, en ce moment, on est en train de recruter pour notre prochaine promotion Start for Good. Start for Good, c'est un programme de 9 mois qui est 100% gratuit, qui s'organise en partie en présentiel avec 3 fois 3 jours de ce qu'on appelle des campus immersifs. C'est 3 jours où on vous rassemble à la campagne et les 50 entrepreneurs sélectionnés travaillent ensemble avec des intervenants, des experts, l'équipe de Live for Good. Et entre ces campus, il y a des étapes de ce qu'on appelle de sprint, où on va vraiment travailler étape par étape votre projet entrepreneurial. Vous avez aussi un mentor, un coach qui vous est attribué individuellement et qui vous suit pendant 6 mois sur ces 9 mois-là. Et à la fin, il y a un petit concours de pitch et l'accès aussi à notre prix Gabriel, sur lequel il y a des prix de plusieurs milliers d'euros. C'est un programme qui est gratuit, mais qui est sélectif. Donc, il faut postuler. Il faut postuler là jusqu'à fin juin. On vous a mis le lien pour postuler, mais sinon, n'hésitez pas à passer aussi par Pépite qui pourra vous rediriger. J'arrive au bout de cette présentation. 3 choses du coup à retenir de cette présentation, si je devais vous laisser avec ces messages. Un, c'est que dans tous les cas, vous avez choisi d'adopter une posture entrepreneuriale et que vous essayez déjà d'agir sur le monde, donc vous avez déjà un impact. Maintenant, si on se parle d'un impact plus engagé, plus utile, plus social et environnemental, le deuxième message, c'est de vous dire que c'est pas une mode. C'est que je pense sincèrement qu'en tant qu'entrepreneur, en 2026, vous avez à la fois une responsabilité à vous poser ces questions-là quand vous entreprenez, pour contribuer à un monde un peu meilleur, mais aussi parce que c'est une opportunité pour vos modèles. Et enfin, et ça c'est surtout pour toi, Jérémy, du coup que ça colle bien, c'est n'hésitez pas à commencer plutôt petit. Il n'y a pas besoin de révolutionner complètement votre modèle d'entreprise, mais c'est d'être conscient des effets de bord que vous avez et d'essayer de trouver des solutions à cette échelle-là. Et avant de prendre vos éventuelles questions et ou de vous libérer, je vous laisse aussi scanner ce petit questionnaire de satisfaction. C'est hyper important à la fois pour moi, pour progresser, avoir vos feedbacks, et puis surtout pour Pépite, pour pouvoir suivre l'activité.
Et pendant que vous remplissez ce formulaire, s'il y en a qui ont des questions, des remarques, des feedbacks, je suis évidemment dispo. Alors, Berline, participer au concours. Si tu parles du concours du prix Gabriel, c'est en fin d'année. Donc, il y aura un appel à candidature. C'est un concours où il y a 6 lauréats à la fin. Mais dans les 6 lauréats, la majeure partie sont des alumni de nos programmes. Donc, en fait, il faut idéalement avoir fait notre programme Start for Good. Et sinon, il y a quelques places qui sont effectivement pour les externes, mais du coup, c'est encore plus compétitif. Et donc, tout ça se passera de toute façon plutôt en août-septembre, l'appel à candidature. Et bien sûr, il faut que ce soit sur un projet à impact. Pas d'autres questions? N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Je me permets d'insister de la part de l'équipe Pépite. Hop. Ok. Bonjour, tu m'entends? Ah oui. Moi, j'ai une question. En fait, moi, mon sujet, Ah pardon Latifa, j'entends très très mal. Est-ce que ce serait possible peut-être de mettre la question par message? comment? J'arrive pas à écrire le message. Ah, parce que moi j'entends très très mal, donc je vais essayer de me concentrer, mais Là, c'est quand la fin du webinaire? c'est maintenant là. Parce que je suis à l'extérieur, mais là, je rentre dans 5 minutes. Dans 1 minute, je rentre à la maison. Peut-être à l'intérieur, tu Ok, m'entends bah, pas si mieux. on a terminé, après sinon tu peux m'écrire tu peux m'écrire aussi sur LinkedIn ou autre. D'accord. Tu m'entends pas du tout, non? Bah, ça fait beaucoup de bruit. Attends, d'accord. Là, je vais rentrer. Si tu es encore là, bah, je prends le micro. D'accord, ok. Et sinon sur LinkedIn ça marche aussi ou autre. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, feedback, autres? Ok. Bon, bah merci à tout le monde du coup. Et merci à l'équipe Pépite pour l'invitation. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi. Au revoir.